Un tel contexte de suspicion explique que l'image de la franc-maçonnerie soit si chaotique. Templiers, Rose-Croix, alchimistes et autres traditions mystérieuses sont autant d'explications de ses origines. Dans un tel chaos, où se trouve la vérité? Un grand nombre de personnes pensent que les francs-maçons sont les descendants des Templiers. Créé au XIIe siècle, l'ordre du Temple accompagne les croisades vers Jérusalem. Mais après la perte de la Terre Sainte, il se voit accusé de tous les maux par le pape et le roi de France. Le roi Philippe le Bel les fait tous arrêter et brûler vifs. Depuis lors, la légende leur attribue un trésor caché, encore à découvrir. Cinq siècles plus tard, en France, un franc-maçon écrit un discours resté célèbre qui évoque pour la première fois cette théorie templière. Cet homme est-il à l'origine de cette légende? C'est un homme qu'on appelle Chevalier Ramsay, Andrew Ramsay. Il était l'orateur de la Grande Loge de France. En tant qu'orateur, il rédigeait les discours à prononcer devant les francs-maçons. Le chevalier Ramsay est écossais. Il a fui les conflits religieux de son pays pour s'exiler en France. Sous l'empereur Tite et la dispersion de ce peuple, voici maintenant notre véritable histoire. Du temps des guerres saintes dans la... En 1736, il prononce son discours dans une loge à Paris où il affirme que les francs-maçons sont les descendants des Templiers. Ils firent vœu de rétablir les temples des chrétiens dans la Terre Sainte. Ils s'engagèrent par serment à employer leur science et leurs biens pour ramener l'architecture. Et il explique que pendant les croisades, les chevaliers avaient deux choses à faire. D'une part, construire des bâtiments pour s'abriter, et puis d'autre part, bien sûr, combattre les infidèles. Donc ils avaient d'une main l'épée et de l'autre la truelle. Et pour la première fois, Ramsay assigne à la franc-maçonnerie une origine chevaleresque. Dès lors et depuis, tous nos loges portaient le nom de loge de Saint-Jean, dans tous les pays. Le discours de Ramsay traversera les siècles et frappera les esprits. Pourtant, l'histoire qu'il raconte n'existe que dans son imagination. Aucune preuve d'une quelconque filiation avec les Templiers n'a jamais pu être établie. Et c'est le cas de toutes les autres traditions ésotériques auxquelles la franc-maçonnerie s'est retrouvée raccrochée. Une fois que la franc-maçonnerie a été fondée avec ses rituels et ses degrés de base, beaucoup de gens se sont dit que c'était amusant et ils se sont mis à la recherche d'autres branches mythologiques plutôt que de références propres aux maçons. Oh, les Templiers, ça serait rigolo. Le Saint Graal. Ils l'ont inventé. Ils se sont amusés avec. Mais il n'y a pas un seul mot de vrai là-dedans. Il n'y a en fait rien d'original en franc-maçonnerie. Nous avons emprunté partout. Notre symbolisme, nous l'avons emprunté aux maçons opératifs en utilisant leurs outils. Nous avons emprunté au symbolisme religieux. C'est la façon dont nous les utilisons et les interprétons qui les rend maçonniques. Les francs-maçons ont réussi avec succès à rendre ce savoir ancien, mythique et hermétique pertinent pour leur propre temps, les temps modernes des XVIIe et XVIIIe siècles. Et ils ont été capables de joindre les deux, les Lumières et la mythologie, et à produire une fraternité qui fasse appel à une large étendue d'hommes. La franc-maçonnerie n'est pas d'origine templière. Et donc la question subsiste, d'où vient-elle ? Est-elle, comme beaucoup le prétendent, l'héritage des constructeurs de cathédrales? Un détail troublant plaide en faveur de cette thèse. Les outils symboliques des francs-maçons, tels que l'équerre ou le compas, ne sont-ils pas de manière évidente des attributs de bâtisseurs de cathédrales?
Les tailleurs de pierre du Moyen-Âge sont-ils les ancêtres des francs-maçons actuels? Si vous étiez un tailleur de pierre, les chantiers de construction étaient plutôt rares. Vous deviez voyager pour travailler. Une fois qu'une église est construite, il fallait qu'ils aillent là où il y avait du travail. Donc les maçons voyagent souvent sur de très longues distances. Ils ne sont pas liés à une ville spécifique. Et cela semble leur avoir donné le sentiment particulier qu'ils constituaient leur propre monde. Ces maçons de pierre forment une corporation soudée. Ils perpétuent depuis longtemps déjà leurs propres traditions et leurs propres rites. Le chantier d'une cathédrale était immense et durait des dizaines d'années. Sur la face nord du bâtiment en construction, les maçons édifient un abri en bois qui reste en place jusqu'à la fin du chantier. Ils l'appellent la loge. Toute la vie du chantier tourne autour de cet endroit. C'est là qu'on s'abrite quand il pleut, c'est là qu'on prend ses repas, c'est là qu'on se repose ou que l'on prépare le travail du lendemain. Mais la loge n'est pas seulement un lieu de repos. Une fois la nuit tombée, les maçons posent leurs outils et accomplissent des rituels. Comme par exemple l'accueil d'un jeune apprenti dans le métier. Ces rituels s'organisent autour de la lecture de récits historiques fantastiques. On appelait ces parchemins lus dans la loge les anciens devoirs. Au nom de notre Père qui es aux cieux, Amen. Dans le 12e chapitre de la Genèse, il nous est raconté comment Abraham vint au pays de Canaan, comment notre Seigneur lui apparut et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance ». Mais une grande famine survint, et Abraham prit Sarah. En fait, ils contiennent l'histoire des maçons, jusqu'à la création, en soulignant leur importance, en soulignant qu'ils descendent de gens de naissance noble, en insistant sur le fait qu'ils sont les maîtres de la géométrie et qu'ils sont des scientifiques, des théoriciens aussi bien que des ouvriers. Il alla en Égypte tant que durerait la famine. Abraham, comme le disent les chroniques, était un homme sage et un grand clerc. Il connaissait les 7 sciences et enseigna aux Égyptiens la science de la géométrie. Or, notre noble clerc Euclide était son étudiant et apprit sa science.